L'Afrique subsaharienne est la région où le pourcentage et le nombre d'enfants astreints au travail sont les plus élevés. Selon l'Organisation internationale du travail et l'UNICEF, en 2021, 23,9% des enfants âgés de 7 ans à 17 ans de cette région travaillent en 2020, soit 86,6 millions d'enfants, la plupart au sein de leur cellule familiale et dans le secteur agricole. Cela représente plus de la moitié du nombre d'enfants travaillant dans le monde. Un chiffre qui devrait augmenter, estiment les agences de l'ONU, si aucune politique d'atténuation n'est mise en place. Chaque année, une journée est consacrée à l'enfant africain tous les 16 juin, occasion de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants, de se mobiliser pour défendre le respect du droit et de la dignité de chacun d'entre eux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Droits et devoirs. Nous parlons aujourd'hui des droits, et bien-être des enfants de Côte d'Ivoire. Avec nous dans ce studio, la présidente de l'ONG Brin d'Espoir International, Madame Touré Massati. Bonsoir, Madame Touré Massati. Bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous êtes une vaillante militante des droits des enfants. Durant plusieurs années, vous vous battez pour la cause des enfants à travers plusieurs actions. C'est bien cela? Oui, effectivement. D'accord. Merci une fois de plus de répondre présent à cette invitation et d'être dans ce studio pour parler des droits et du bien-être des enfants. Plaisir partagé. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi pour parler de nos bouts de chou que nous avons plaisir à accompagner. Voilà. Alors, madame, est-ce qu'on peut parler du droit des enfants? Quand on parle de droit des enfants, droit et bien-être des enfants, est-ce que c'est bien connu des populations ici dans notre pays, dans nos sociétés? Est-ce que c'est connu de tout le monde quand on parle de droit et de bien-être des enfants? Ma réponse sera mitigée, mais franchement, c'est pas tellement connu. Pour ce que nous voyons un peu sur le terrain en tant qu'organisation non gouvernementale. Malheureusement, franchement, voilà, c'est pas du tout connu. Parce qu'en Afrique, on pense que les enfants n'ont que des devoirs, ils n'ont pas de droits. C'est un peu dommage et je pense bien que nous sommes là pour parler de cela. Alors, quel état faites-vous du droit des droits et bien-être des enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Quel état faites-vous de tout cela? À quel niveau ça y est? Eh bien, pour parler d'état des lieux, il faut parler d'abord de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un droit? Le droit de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que le bien-être aussi? Les droits, on va dire que, pour faire court, ce sont des dispositions juridiques qui sont prises pour protéger un enfant, pour permettre à l'enfant de s'épanouir, d'être protégé et puis de développer son potentiel. Et puis le bien-être, c'est lorsqu'on se sent bien quelque part et on est à l'abri des problèmes et des soucis. Donc on va dire que tout cela, ça existe bien dans notre constitution. Les droits de l'enfant, ça existe bien. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est sur le terrain, beaucoup de parents, nous sommes tous des parents, il ne faudrait pas qu'on jette la pierre à une ou deux personnes. On va dire dans la généralité, les parents ne sont pas très informés des droits de l'enfant et malheureusement les enfants subissent des abus. Ça veut dire que vous dites que assez n'est pas fait pour vulgariser ces droits des enfants, le bien-être des enfants qui est bien reconnu par la Constitution. Il y a beaucoup de textes qui encadrent cela, mais dans la faisabilité, dans la vulgarisation, il y a quelques problèmes. Il y a un problème parce que quand on demande à un parent quels sont les droits des enfants, beaucoup de parents ne savent même pas à quoi cela répond. Donc on va dire que le premier droit de l'enfant, c'est le droit à la vie. Voilà, c'est le droit à la vie. Mais combien de personnes commettent des impairs? Aujourd'hui, on a des infanticides, on a des enfants qu'on décide d'écouter leur vie. Les enfants aussi, on ne sait même pas que les enfants ont droit à une identité parce qu'ici, en tant que Brin d'Espoir International, nous sommes sur le terrain. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas d'identité, n'ont même pas de jugement supplétif. Aujourd'hui, on nous parle de l'école pour tous. Voilà, l'école, il faut avoir une identité. C'est un droit de l'enfant. Voilà. L'enfant a le droit d'être protégé, le droit de vivre dans une famille, le droit d'être soigné, le droit d'être à l'école. Mais combien parmi nos enfants, dans les fins fonds de notre pays, aujourd'hui n'ont pas droit à l'école? La discrimination existe.
c'est un abus contre les droits de l'enfant. Je peux donc vous dire que pour parler de droits, il faut que les parents soient sensibilisés, soient informés, qu'il y ait la vulgarisation de ce que c'est que des droits. Et je pense que pour sortir de là, vraiment, on pourra prétendre à un pourcentage élevé, voilà, des parents responsables vis-à-vis des droits de l'enfant. Justement, vous parlez tout à l'heure de la sensibilisation, de l'aspect vulgarisation du droit des enfants. Nous allons arriver tout à l'heure dans la suite de l'émission. Mais quand on parle, puisque nous parlons de droit, voilà, le droit est commun à tous d'abord. Et aujourd'hui, nous parlons de droit de l'enfant. Qui peut-on appeler enfant ? Enfant, par définition, on va dire que c'est un jeune être humain, voilà, dont l'âge varie de 0 à 18 ans avant, et qui est incapable, qui n'a pas la capacité juridique de s'assumer, et donc qui dépend là des parents ou bien des adultes qui l'encadrent. Donc c'est important de savoir que l'enfant, il est innocent, il est pur, et donc il n'est pas responsable des faits qu'il peut commettre, peut-être pour une raison ou une autre. Donc il a l'incapacité juridique de s'assumer lui-même et donc il doit avoir pour référent des parents ou bien des adultes qui décident de l'accompagner. Justement, les adultes qui décident d'accompagner l'enfant, puisque c'est un être qui n'est pas grand. Oui, il n'est pas grand, pas du tout. Parce que quand on parle de l'enfant, on sait qu'il y a plusieurs étapes. Il y a le nourrisson, l'enfance, l'adolescence et autres. Comme on met tout dans un palier 7. Mais il faut retenir que l'enfant, il n'est pas grand. Il apprend que ce qu'on décide de lui apprendre. Et donc s'il a un très bon référent, il a un très bon parent, ou bien il y a un adulte qui décide de l'accompagner, de lui montrer les bonnes choses de la vie, je pense qu'il va se nourrir, il va grandir en faisant corps avec ces choses. Alors on parle de violation des droits de l'enfant. À quel niveau, à quel moment on parle de violation des droits de l'enfant? Parce que on ne sait, généralement l'enfant naît dans une famille ou appartient à un couple, à une société, voilà. Mais à quel moment les droits de l'enfant se voient violés? C'est quand les droits ne sont pas respectés. Comme je vous ai si bien dit, je prends un cas pratique. L'enfant a le droit d'aller à l'école, à être éduqué, pour que ça soit un maillon fiable dans notre société. Et les parents, qui sont les premiers référents, décident de ne pas envoyer l'enfant à l'école. C'est une violation des droits de l'enfant. Parce que cet enfant se doit d'aller à l'école, d'être éduqué. Si l'État met déjà l'enfant dans les conditions avec les établissements, avec tous les organes dont il a besoin pour pouvoir se former et que cela n'est pas fait du fait des parents ou bien d'un autre adulte, il y a une violation de droit. Ça c'est clair. Maintenant, le droit, on a des petites filles aujourd'hui qui sont à l'école et après on va les extirper de l'école pour les donner un mariage forcé. C'est un droit, c'est un abus contre les droits de l'enfant. Donc je pense bien qu'on a pas mal d'exemples. Les enfants qui, au lieu de se retrouver à l'école, se retrouvent dans les champs et autres à faire des travaux. Aujourd'hui, on a notre première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a fait de ça son cheval de bataille. C'est un très bel exemple pour nous, sociétés civiles qui sommes aujourd'hui en train de, je peux dire, d'être aux côtés des enfants pour pouvoir les accompagner et protéger leurs droits. C'est un très bel exemple pour nous. Donc on va dire qu'il y a tellement d'exemples. Malheureusement, il y a trop de violations de droits de l'enfant. Voilà. Justement, vous avez parlé d'un niveau, vous avez parlé de l'éducation. Au niveau de l'éducation, on voit le plus souvent, c'est ce qui est le plus courant, où les droits des enfants sont violés, ne sont pas respectés. On voit des enfants qui travaillent dans des champs, dans des plantations, des enfants qui sont toujours enfants et qui font du commerce, font. Il n'y a pas que l'éducation, il y a également la santé également. Il y a des enfants qui, le droit des enfants est également violé en ce qui concerne la santé. Oui, effectivement, comme je le disais, parce que vous savez, on va dire que lorsqu'on se rapproche des parents, qu'on leur demande, ils disent non, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Il y a des années, on était tout petits, les parents étaient là. Les parents n'ont pas changé, l'appellation des parents n'a pas changé, mais c'est la démission de certains parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'État fait sa part. On a la couverture maladie universelle qui existe aujourd'hui. On a des avancées que nous notons, des avancées notables que nous saluons. Mais je peux dire que le droit même à la santé, comme je le dis, la santé fait partie des droits de l'enfant. Donc, si un enfant ne se sent pas bien, l'enfant doit être accompagné, doit être soigné, doit être assisté, c'est important.
Mais là, ce n'est pas seulement que du ressort de l'État, parce que nous-mêmes, en tant que parents, en tant que société, qu'est-ce que nous faisons? Donc, c'est en somme que je vous ai dit, il y a plusieurs violations des droits de l'enfant. Le plus important, notre cri de cœur, c'est qu'on arrive à corriger cela. Ce n'est pas de nous arrêter sur les méfaits que nous avons ou bien ce qui ne nous plaît pas, les conséquences qui en découlent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces bouts de chou, pour que ces enfants soient bien, pour qu'ils reviennent d'école, pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils puissent demain être des référents pour encore continuer le combat que nous menons maintenant. Justement, beaucoup vous diront qu'il y a ce problème de moyens, de manque de moyens, et que ce n'est pas de leur faute. Est-ce que ce sont des arguments valables pour qu'on dédouane en tout cas ces personnes-là? Est-ce qu'on peut comprendre certains parents sur ces raisons-là? Franchement, en tant que responsable d'une organisation non gouvernementale, moi, je ne comprends pas. Ça, c'est clair et net. Parce que être parent, être responsable, c'est quelque chose en nous. C'est-à-dire, lorsqu'on décide de mettre un enfant au monde, on doit s'attendre à tout. Ça, c'est clair. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Parce que souvent, quand on dit préparer, les gens pensent que forcément, ça arrive quelque chose à avoir l'argent, il faut avoir beaucoup d'argent. En fait, non. Il faut être psychologiquement préparé. C'est important. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas au fond de toi-même cette fibre parentale, si cela n'est pas créé en toi-même, il y a un problème. Parce qu'un parent va se battre coûte que coûte pour le bien-être de son enfant. Mais aujourd'hui, malheureusement, la démission des parents est très claire sur le terrain. La question du respect du droit des enfants. Pour certains parents, je parle et je mesure mes propos parce que je suis en contact avec les parents. Il y a des parents qui pensent que les enfants n'ont que des devoirs. Ils n'ont pas de droits. Il fait un coucou ici à M. Zamblé Fréjus, qui est un coach parental qui dit on ne reste pas devant un enfant, on ne se met pas derrière un enfant, on se met juste à côté d'un enfant pour pouvoir voir eux devant, et derrière, et à côté pour mieux accompagner son enfant. Parce qu'on ne peut être fier d'être un parent que lorsqu'on arrive au soir de notre vie et qu'on voit que ce que nous avons mis en notre enfant en tant que valeur, ce sont des valeurs qui peuvent être un plus pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et bien si déjà le respect des droits des enfants pose problème, qu'en est-il du bien-être des enfants? Il y a également le problème du bien-être de l'enfant qui piétine aussi. Oui, ça piétine parce que vous savez, l'enfant est merveilleux, l'enfant il est ouvert, c'est-à-dire que c'est quelque chose de pur. L'enfant capte ce qu'on lui donne. Mais il capte lorsqu'il est en phase avec la personne qui le donne. Il capte lorsqu'il est en phase d'un environnement où il se sent bien. Vous et moi, on aimerait aller là où on se sent bien, où on a l'abri des problèmes, où on a l'abri des besoins, où on a une écoute active. On a quelqu'un qui est là, qui nous dit quand même qu'il nous aime. Vous êtes d'accord avec moi quand même que pour moi, l'élément le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est vrai qu'on parle des droits. Aujourd'hui, combien de parents disent à leur enfant « Je t'aime » Combien? Il ne faudrait pas qu'on regarde seulement l'État, on regarde la société, mais il faut se plaire à dire « Je t'aime à mon bébé ». Bébé, tu sais, je t'aime, je suis là pour toi. Papa est là pour toi, maman est là pour toi. Et s'il y a quelque chose, viens nous en parler, on va trouver la solution. L'enfant a besoin d'être rassuré. Le bien-être vient en rassurant l'enfant, en lui ouvrant le cœur, en lui ouvrant les bras. Et puis comme ça, vous avez, je pense, un petit bonhomme là, ou une petite fille qui est prête à s'ouvrir à vous et de tout vous dire. Mais lorsqu'on met l'enfant dans sa bulle, on se dit qu'il n'a pas le droit à cela. Non, l'enfant c'est vous en miniature. Voilà. Alors, quand on parle de droits des enfants, tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne, on le sait, il y a des enfants de parents nantis. Est-ce que vous pensez que le non-respect des droits de l'enfant dépend de la catégorie où on se trouve, qu'on soit de parents pauvres ou de parents riches? Est-ce que cela est relatif du problème du non-respect des droits de l'enfant? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en citant le coach Fréjus Zamblé, il a eu à faire l'école des parents. C'était, je peux dire, une plateforme d'échange où on a des parents nantis, comme vous avez dit, mais qui n'ont pas le temps. Qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Pas le temps, Oui,
Ils sont toujours 2 avions. Ils sont partis. Donc ces enfants sont devenus des cas, aujourd'hui, des cas difficiles pour ces parents. Et donc ils viennent chercher ces cours pour pouvoir quand même remettre les enfants sur les rails. Il y a des parents qui n'ont pas d'argent, mais qui ont beaucoup d'amour à donner. Mais qui font confiance à leurs enfants. Mais qui élèvent leurs enfants avec dignité, avec bravoure, avec fierté. Parce qu'ils savent que ces enfants sont appelés demain à les accompagner dans leurs vieux jours. Ce qu'on donne, nous devons nous attendre à ce que les enfants nous redonnent ça. Si vous éduquez vos enfants avec amour, même avec des très petits moyens, attendez-vous demain à avoir quelqu'un qui va vous redonner l'amour que vous avez donné. Mais quand vous avez donné que le matériel à un enfant, sans l'accompagner, sans l'arroser d'amour, parce que l'enfant est une fleur, il faut l'arroser pour que demain, il puisse être une très belle fleur. Donc demain, l'enfant va vous donner que le matériel. Et il sera absent parce que vous avez tout le temps été absent quand il avait besoin de vous. C'est ça. Mais bien sûr, on a connu en tout cas des parents, la plupart des cadres aujourd'hui ont connu des parents modestes, mais malgré cela, ils ont connu l'éducation, ils ont évolué aujourd'hui, ils sont devenus de grandes personnes. Oui. C'est parce que papa et maman avaient le temps pour eux. Moi, je me souviens bien quand on était encore plus petit, mais avant de fermer le portail, le papa se rassurait que tous les enfants étaient là. Quand on doit manger, papa se rassure que tout le monde est en train de manger. Même si c'est un grain de riz, il se rassure que les enfants sont là. Quand tu es malade, même si c'est un petit truc qu'il va te donner, mais il se rassure. Il prend soin de toi. Il est là, il t'accompagne. Et même quand ça ne marche pas trop, le papa te dit non, je ne suis pas content de tes résultats, mais je pense que tu peux mieux faire. Bon, donne-toi les moyens, il faut que tu puisses pousser. Mais est-ce que tu ne voudrais pas qu'on sorte un peu de notre situation dans laquelle on vit aujourd'hui? Mais vous voyez, l'enfant a juste besoin d'être boosté de l'intérieur. Il a besoin d'entendre des paroles fortes, des paroles d'amour, des paroles de confiance. Parce que l'enfant a besoin aussi d'être mis en confiance. Mais lorsque vous réprimandez votre enfant, vous dites à votre enfant, tu ne seras rien du tout. Toi, tu vas rester derrière. Toi, tu vas être comme ça, mais sans que le parent, c'est une malédiction. Et généralement, c'est une malédiction en porte. Parce que Dieu a dit, l'enfant doit être au pied de ses parents pour prétendre avoir de la bénédiction et se lever et marcher pour être un adulte. Alors Madame Touré Massati, et quels sont les enfants vulnérables en matière de leurs droits et de leur bien-être aujourd'hui dans nos sociétés, quand on sait que le bien-être, les droits des enfants ne dépend pas d'une catégorie, voilà. Où on trouve véritablement ces enfants vulnérables vis-à-vis de leurs droits? Parce que pour moi, tous les enfants sont vulnérables. D'abord, il faut que je dise ça. Tous les enfants sont vulnérables. Comme j'étais en train de vous dire, souvent d'autres disent non, cette personne, ses parents sont nantis, c'est ça. Non, il y a un abus, il y a quelque chose qui ne va pas dans certaines familles. Mais malheureusement, il y a des enfants qui sont encore plus vulnérables, comme vous avez dit. Il y a des enfants qui peuvent naître avec des déficiences au niveau physique, psychique. Il y a des enfants qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des enfants, malheureusement, qui sont chez eux et puis un coup on dit non, ils deviennent enfants soldats. Il y a des abus. Il y a des enfants, des filles qui sont retirées de force par leurs parents pour pouvoir être dans un mariage avec lequel ils n'ont jamais compté. Et ces enfants-là qui sont enfants se retrouvent à être enfants, à être mères des enfants. C'est-à-dire que ces enfants ne sont pas sortis de leur peau d'enfants et ils se retrouvent à être mères. Nous avons des enfants malheureusement qui ont perdu leurs parents. Avant la cellule familiale, l'enfant du voisin était notre enfant. On ne parle même pas de la cellule familiale d'abord, mais l'enfant du voisin était notre enfant. Dans le quartier, on se connaissait. Mais aujourd'hui, ton enfant est ton enfant, mon enfant est mon enfant. La cellule familiale, il y a des orphelins aujourd'hui qui se retrouvent à la rue. Et malheureusement, lorsque la faim se fait sentir, ces enfants-là se retrouvent à commettre des petits impairs. On a des enfants en conflit avec la loi aujourd'hui. Moi, via mon ONG, on a été au centre d'observation des mineurs à la MACA. On a vu des enfants de 7 ans, 8 ans. On était allé pour une activité de vaccination, mais on a eu mal au cœur, parce que nous sommes aussi des parents. Mais aujourd'hui, il y a une démission totale, que ce soit des parents, et que même quand les parents ne sont pas là, la plupart des cellules familiales, les gens se mettent en dehors et l'enfant est complètement laissé à lui-même. Mais on s'attend à quelle société demain lorsqu'on se comporte ainsi?
Justement, vous l'avez dit que parce qu'aujourd'hui, comme la cellule familiale n'est plus comme ce qu'elle était avant, elle est devenue restreinte, ça pose problème, ça pose également problème dans cette question-là, question des droits des enfants. Ça pose énormément de problèmes. Parce que ça pose énormément de problèmes. Parce que vous savez, souvent, vous pouvez avoir un frère, une soeur qui a des enfants. Mais peut-être que la manière dont vous concevez, je peux dire, les enfants, ces personnes ne conçoivent pas comme ça. Ils peuvent avoir peut-être une défaillance de leur côté, mais vous, en tant qu'oncle, en tant que tante, vous pouvez rattraper. Parce que le sang, il est pur. Ceux qui vous comptez aujourd'hui, qui sont vos enfants, qu'est-ce que vous dites que demain, ils seront là pour vous? On a vu des neveux, des nièces qui ont été élevés, mais qui sont là aujourd'hui pour leurs oncles, qui n'appellent même pas oncle, mais papa ou maman. Donc, je vais dire que la cellule, aujourd'hui, on veut se comporter comme les blancs. On ne sera pas blanc. Maintenant, restons dans notre peau de noir, là. Aidons-nous. Ça veut dire la constitution familiale africaine typique peut aider même à la préservation des droits des enfants, si on se réfère à cela, si on se réfère à nos traditions, à nos cultures de famille élargie. Oui, effectivement, parce que, comme je le disais, on tire dans la culture ce qui est bon, dans nos os ce qui est bon. Donc, si cela nous aide, parce que l'Africain, on se sent à l'aise qu'on est en famille. Quand on se retrouve, même actuellement, on va dire non, on a des attitudes citadines et autres, mais quand il y a des réunions de famille et autres, maintenant que ce sont des meilleurs moments, parce qu'on se retrouve, on se ressasse un peu tout ce que nous avons connu quand on était enfant. Il y a des souvenirs qui remontent, on cause, on rit, on se tape dans les mains. Mais quand on vient se confiner dans notre petite ville, hein, dans notre maison ou bien dans notre bureau, non, mais c'est pas ça. On trouve que l'être humain est important que lorsqu'on a des problèmes. Et c'est dommage. Alors, quand on parle de non-respect, de violation des droits des enfants, on veut bien parler des responsabilités de certaines personnes qui étant des responsabilités engagées. Quelles sont les responsabilités engagées aujourd'hui? Les responsabilités engagées, on va déjà faire un coucou à nos pouvoirs publics, parce que pas de l'État, parce que c'est l'État qui donne la feuille de route. Nous, tout ce que nous faisons, même en tant qu'organisation non gouvernementale, on s'inspire de ce que l'État fait. Il y a des droits qui sont définis d'un enfant. On sait qu'il y a des droits primaires, on sait que l'enfant doit être comme ci, il faut l'encadrer comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, pour que demain on puisse avoir un adulte responsable. Donc demander à l'État quand même d'élargir ses canaux de communication, des axes de communication. Vraiment, moi je suis très partant pour la stratégie IEC, information, éducation, communication, parce que nous sommes aujourd'hui dans un état où on va dire à 51% de taux d'analphabétisation. Donc il faut parler dans nos langues vernaculaires. Il faut aller au contact des parents. Vous parlez là des solutions à ce problème-là. Nous allons arriver aux solutions, mais je voulais dire à quel niveau ça pêche, qui sont ceux qui ne jouent pas véritablement leur rôle pour qu'on en arrive à ce phénomène de non-respect des droits des enfants. Quelles sont les responsabilités engagées? Est-ce qu'il y a la responsabilité de l'État? Est-ce que l'État à un niveau ne joue pas véritablement son rôle, ou les familles elles-mêmes pêchent à un niveau qui fait qu'on n'arrive pas? Parce qu'au fait, la question, elle a deux volets. Parce que quand on établit, on arrive sans le savoir, parce que tellement c'est passionnant pour nous. C'est vrai que la responsabilité de l'État, on va dire toujours, parce que l'État est garant de la sécurité de tout un chacun. Donc les enfants étant vulnérables sont petits, même s'il y a les lois, on aimerait que l'État fasse le gendarme. Et que c'est vrai que les lois sont votées, mais la mise en application, et puis le respect de ces droits-là, les lois qui sont... Voilà. Il faut que quand quelqu'un sort, il faut taper. Parce que lorsque on a des exemples qui sont cités, aujourd'hui, à l'aide des réseaux, des nouvelles techniques de la communication, tout est sur les réseaux sociaux. Voilà et devoir de ce jeudi 10 janvier 2023. Avec nous dans ce studio, Madame Touré Massati, présidente de l'ONG Brin d'Espoir International. Et nous parlons des droits et bien-être des enfants en Côte d'Ivoire, un sujet très important qui passionne beaucoup et qui est véritablement d'actualité, en tout cas de tous les temps, parce que c'est un sujet toujours d'actualité.
Oui. Oui, effectivement, voilà, un sujet d'actualité. Et nous sommes très très heureux aujourd'hui de pouvoir intervenir là-dessus, tant que cela nous tient à cœur. Voilà. Alors, nous allons parler maintenant des efforts en tout cas qui sont faits pour accorder plus de droits, plus de bien-être aux enfants. D'abord de la part de l'État, qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui? On avait déjà commencé à parler avant la petite pause. Qu'est-ce que l'État fait concrètement pour faire avancer les droits des enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Eh bien, il faut dire que l'État fait, il y a d'énormes avancées, vraiment, il y a d'énormes avancées sur le plan éducatif. On va prendre ça parce que nous avons la création de pas mal d'établissements dans les fins fonds. Voilà, parce qu'on disait que l'accès était difficile, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ramène tout aux différentes villes. Mais il y a des parents qui sont un peu dans les contrées reculées. Et donc, on a la création des antennes là-bas. L'école pour tous, la gratuité de l'école, parce qu'avant c'était un véritable problème, un casse-tête chinois pour les parents, quand on sait que dans certaines familles, il y a 10 enfants, beaucoup d'enfants, donc c'était un peu difficile. La gratuité de l'école aussi, c'est pour permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école. Et aussi, aujourd'hui, on parle de la deuxième chance. On parle de la deuxième chance. Voilà, la deuxième chance dont on est en train de parler, c'est pour permettre à ceux qui sont sortis un peu trop vite du circuit scolaire de pouvoir retourner à l'école. Donc, l'école de la deuxième chance. Voilà, l'école de la deuxième chance. Et aujourd'hui, on voit réellement que c'est quelque chose de formidable parce qu'on a des enfants, malheureusement, pour une raison ou bien une autre, qui sont sortis de l'école. Mais aujourd'hui, ces enfants-là ont une deuxième chance pour regagner l'école, pouvoir continuer leur parcours et puis prétendre demain à être quelqu'un de bien, à être responsable et à s'assumer pleinement. Nous avons aussi le travail le travail forcé des enfants, ou bien le travail des enfants dans les différentes, je peux dire, que ce soit pour le commerce, ou bien aussi dans les plantations et autres. Aujourd'hui, avec la première dame, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre et nous sommes en train de voir les enfants regagner aujourd'hui l'école. Et au niveau de la mutilation de la petite fille, il y a une grande avancée. C'est parce qu'on a expliqué aux parents que ce n'est pas bon pour la santé de l'enfant. On a perdu beaucoup d'enfants, mais en leur expliquant, parce que vous voyez un peu, les parents pensent que l'enfant c'est leur chasse gardée. Mais c'est vrai que c'est une chasse gardée. Dieu vous a donné des enfants, mais il vous a demandé de prendre soin de ces enfants-là. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, avec la communication très rapprochée de proximité, en utilisant les mots, les parents aujourd'hui sont en train de comprendre et les petites filles sont en train d'être protégées. Les enfants sont en train de ne plus être totalement retirés de l'école pour aller dans un mariage forcé. Et je pense qu'en tout cas, il y a pas mal d'avancées. Cela est encouragé, mais quand même, cela nous laisse toujours sur notre faim. Parce que nous disons qu'on peut faire beaucoup de choses quand on sait que ces enfants-là sont demain appelés à continuer les belles actions aujourd'hui que nous voyons au niveau de l'État. Justement, on parlera de ce qui reste à faire tout à l'heure. Il n'y a pas que l'État, il y a également les ONG comme les vôtres, l'ONG Brin d'Espoir International qui posait de vrais actes, des actes concrets vis-à-vis de l'enfant, des actes en tout cas du bien-être de l'enfant, voilà, qui travaillent dans. Parce que vous savez très bien, comme on le dit, hein, l'ONG, comme je le disais, il y a une feuille de route. Parce que vous êtes, si vous n'avez pas de feuille de route, c'est zéro. Donc nous, notre petit regard perçant, on le penche vers l'État. Parce qu'on s'est dit que l'État qui est le garant de la société et de la sécurisation des enfants, la sécurité des enfants, si l'État fait des efforts encore plus et encore, les ONG qui sont des porte-voix, qui continuent les actions étatiques sont à l'aise. Brin d'Espoir International, créé en 2015, ça fait 8 ans, nous sommes aux côtés des enfants pour essayer d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des enfants. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et encore particulièrement des enfants très vulnérables. Et aujourd'hui, chemin faisant, on a vu qu'on peut apporter. La santé est importante. Cela était un point très très fort de notre feuille de route. Les vaccinations, accompagner les enfants, la sensibilisation sur les gènes de vie.
essayer quand même de pouvoir donner aux enfants ce qu'on peut leur donner comme étant des moyens de subsistance alimentaire et autres. Nous sommes en train actuellement de recenser les enfants non déclarés à l'état civil parce que quand vous n'avez pas d'identité, même si on veut vous aider, c'est un peu difficile. Et il y a des structures, des consoeurs qui sont là, mais qui font ce formidable travail-là. Ce sont des plaidoyers que nous faisons à l'État pour permettre quand même d'avoir un droit de regard sur cette structure-là, de nous aider. Parce que sans grands moyens, c'est difficile. Nous faisons avec le peu de moyens que nous avons, mais les réalités du terrain sont difficiles. Comme vous avez si bien dit, il y a plein de structures qui sont là-dedans. Et c'est aujourd'hui une aubaine pour nous que d'en parler et que de voir que nous sommes bien quand on aide parce que les enfants ont besoin de nous. C'est notre pays que nous aidons à travers ces enfants-là, sans distinction de religion, d'ethnie ni de nationalité. Monsieur, les ONG, cette fois, ont besoin de moyens, voilà, pour pouvoir accompagner, voilà, accompagner ces ONG-là dans cette mission-là, dans cette mission d'apporter du bien-être aux enfants, mais vous n'en bénéficiez pas le plus souvent. Franchement, nous, franchement, non. Ça fait quand même, nous sommes, on va dire, à plus de 15 000 enfants touchés aujourd'hui. Mais ce sont des personnes qui nous connaissent, qui connaissent un peu notre abnégation au travail, le travail bien fait aux côtés de ces êtres vulnérables-là. Et il y a des personnes qui nous connaissent, c'est l'occasion pour nous de saluer un grand monsieur, c'est le député maire Soumaro Fariko de la commune d'Adjamé. Franchement, qui nous a adoptés avant même qu'il ne soit maire. Parce que comme je vous ai dit, Bren d'Espace c'est depuis 2015 et le maire il a été élu en 2018. Donc c'est quelqu'un qui a cru en nous, c'est le pépé des enfants qui aime prendre la main. À côté de lui, on a des personnes qui croient, notre famille, et puis on va d'abord commencer par l'équipe parce que c'est une équipe de bénévoles. Ce sont des hommes et des femmes. Je salue au passage Madame Ouattara Touré Assata qui est la trésorière générale de Bren d'Espoir qui nous court derrière. On a mis une petite chaîne de solidarité où on fait des levées de cotisation chaque fin de mois pour soutenir nos actions. Donc ce sont des personnes à saluer, ce sont des personnes formidables et on ne peut pas citer tout le monde, mais Bren d'Espoir a une équipe vraiment de gens qui sont là, qui sont vraiment des personnes formidables, qui sont des pères et des mères, qui ont tous des petites histoires pour eux-mêmes et qui les aident quand même à pouvoir faire ce travail formidable. En tout cas, c'est très bien de savoir, c'est très intéressant de savoir comment est-ce que vous arrivez à vous organiser pour subvenir aux besoins, au bien-être de tous ces enfants-là et à poser ces actions vis-à-vis des enfants vulnérables dont on en parle dans cette émission. Voilà, autant de choses qui se font au profit des enfants, pour le bien-être des enfants. Il y en a encore à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que les enfants soient véritablement épanouis en ce qui concerne leur bien-être, voire également leurs droits respectés? On va dire aussi, on va enchérir pour dire que nous attendons beaucoup de l'État. Voilà. Maintenant, le garant, ils savent très bien, parce que lorsqu'on donne je peux dire du crédit à des ONG en octroyant des documents pour pouvoir travailler. On doit avoir un droit de regard, on doit les accompagner aussi. Il y a des subventions qui peuvent être accompagnées pour nous permettre quand même d'atteindre un maximum d'enfants. Pour être accompagnés, on a aussi besoin de renforcer tous les ateliers de renforcement des capacités. Il faut que les gens qui sont sur le terrain puissent en bénéficier. Nous sommes en train de courir tout derrière un partenariat, la convention avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui est notre ministère de tutelle, avec lequel on a déposé tous les documents. Parce que c'est bien beau que de dire à l'État d'aider ou bien de 15 personnes, mais il faut avoir un minimum, il faut travailler sur le terrain. Là aussi, c'est un coucou à nos consoeurs des structures qui sont là. Il faut qu'il y ait une plateforme. C'est vrai que la plateforme des ONG existe, mais il faut qu'elles puissent travailler et que vraiment on puisse se faire entendre. Parce que c'est bien que de pouvoir mettre une plateforme ensemble, mais c'est de faire aussi des actions ou bien de faire des ateliers de formation, de communiquer là-dessus. On a des journalistes qui sont là comme vous pour nous accompagner un peu, pour faire la communication, se faire connaître. Je pense que ce sont des choses qu'il nous faut. Et nous, on espère vraiment que notre appel sera entendu parce que ici, lorsque il y a la porte vous est ouverte, c'est vrai que je parle en tant que BEI, mais je parle aussi en tant que toutes les structures de la société civile.
parce que je pense qu'on est même père, même mère, on a les mêmes réalités. C'est pas facile. Et en tout cas, nous, on a à cœur de pouvoir aller dans les fins fonds de notre belle patrie. Alors, on parle des droits des enfants. On va parler maintenant des pratiques culturelles néfastes pour les droits des enfants. Est-ce que ces pratiques culturelles néfastes sont-elles une réalité en Côte d'Ivoire? C'est une réalité. Voilà. Même s'il y a des grosses avancées, mais c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, comme j'étais en train de vous dire, au niveau des enfants, il y a quelque chose en tant que femme qui me touche. C'est au niveau de la mutilation génitale de la petite fille. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On entend de moins en moins, mais ce n'est pas fini. Dans les fins fonds, et quand on parle de ça, on parle des décès de ces petites filles, ou bien ces enfants sont marqués à vie. Ce qui fait que même en tant que femme, elles ne peuvent plus s'épanouir. Une fois, en tant que mère, elles ne peuvent pas. Et il y a aussi la discrimination, même parmi nos enfants. Dans nos coutumes et autres, c'est le fils qui doit porter la famille. Mais aujourd'hui, il y en a des filles qui sont fières. Les parents sont fiers de certaines filles qui portent la famille, qui s'occupent de la famille. Donc je pense que chaque enfant sommeille un talent. Vous ne pouvez le découvrir que si vous laissez la chance à vos enfants de s'exprimer. Donc je pense bien qu'il y a cela. Et puis maintenant, au niveau de... Nous avons parlé de la discrimination un peu. Et nous avons parlé un peu de la mutilation génitale, nous avons parlé des trucs de mariage forcé. Voilà. Qui sont, oui. Parce qu'aujourd'hui, le papa te dit, c'est mon enfant. Même à l'école, les enseignants souvent même vont faire le plaidoyer auprès du père. Non, elle est très intelligente, laisse-la partir. Non, c'est mon enfant, j'ai fait le choix. Mais cela est basé sur quoi? Sur aucune réalité, mais ce sont la coutume se mène au droit et malheureusement, souvent les enfants, c'est eux qui payent le prix lourd. Voilà, c'est dommage. Est-ce que ça a des conséquences soit psychologiques ou sociales sur la société? Oui, ça a des conséquences psychologiques. Vous voyez, vous ne vous rappelez pas de l'histoire de la petite Fanta qui s'est mariée, qui a été retirée, qui a tué son mari? Voilà, elle a égorgé son mari. Parce que en fait, c'est un mariage non consentant. Voilà, merci. Et donc, vous pensez que ça sera facile pour elle? Psychologiquement, elle a été accompagnée par... je pense bien que c'était l'IBF au moment de Constance Yahi. Donc, il y a eu ça. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir la Commission nationale des droits de l'homme. Moi, je suis dans un groupe où je me perfectionne encore. Mais ce sont des cas qui sont des gens où les enfants qui sont malheureusement pris là-dedans, ces enfants-là sont dénaturés. Il y a quelque chose qui ne va pas. On parle aujourd'hui des abus qui sont faits aux enfants de part et d'autre, les brimades. Il y a des services que lorsque l'enfant subit ça, il ne peut pas oublier. Mais là, c'est un monstre qu'on est en train de fabriquer. Parce que je vous ai dit, l'enfant prend ce qu'on lui donne. Et s'il n'y a pas eu quelqu'un pour moi m'accompagner, demain, je ne suis pas obligé d'accompagner celui que je mets au monde. Donc, c'est-à-dire que, mais en Côte d'Ivoire, c'est une pratique qui peut se perpétuer. Merci beaucoup, c'est ça. On a vu un peu avec le phénomène des enfants, on a appelé enfants microbes, et qui après, on a compris que ce sont des enfants qui ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus de fait. On les a requalifiés en enfants en conflit avec la loi. Est-ce que c'est le même cas? C'est vrai, oui, mais des conséquences de... Oui, c'est le même cas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des... Parce que généralement, avant, quand on disait tellement des petits garçons, mais aujourd'hui, il peut me dire qu'il y a des petites filles qui n'ont pas peur, qui sont là-dedans. Parce qu'ils disent que c'est ce que moi j'ai connu. Quand un enfant vous dit c'est ce que j'ai connu, il y a un problème. Donc aujourd'hui, comme on a dit, les enfants en conflit avec la loi, on a été au contact de ces enfants-là. Mais ce sont des enfants comme ceux qu'on a à la maison. Ce sont des enfants comme tous les enfants. Comme tous les autres enfants. Comme tous les enfants. On a été au centre d'observation des mineurs. On a été les voir. Et aujourd'hui, on salue l'État parce qu'ils sont en train de détacher. Je pense que ça doit être fini de côté maintenant de Benjerville parce qu'avant, ils étaient logés à la Maca. Mais il y a un centre qui est en construction à Benjerville pour recueillir ces enfants où on leur apprend des valeurs
où on leur apprend quand même des petits métiers, on leur apprend quand même à se donner de la contenance, à avoir confiance en eux et à pouvoir faire quelque chose de tel sorte que lorsqu'ils sortiront, ils puissent quand même vaquer à quelque chose d'autre et ne plus retomber dans les anciens démons. On a également le centre de résocialisation de Mbayakro qui a permis de récupérer des enfants et les insérer dans des métiers. Ce sont des actes qui concourent à changer, à corriger, en fait, et voilà, à réparer ces déphasages-là. Ce sont des actes, parce que c'est pour ça que je dis que nous regardons l'État et on félicite l'État. Parce que ça, c'est de la volonté étatique. C'est important que de le signaler. Parce que c'est vrai, on a une réalité qu'on a sous les bras. Mais qu'est-ce qu'on fait pour corriger cela? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour ne plus pas que ce nombre puisse accroître? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des gens. Prise de conscience de l'État. Comme je le dis toujours, il faut qu'on soit clair de l'État. Maintenant, si nos parents, si la société accompagne l'État, vous allez voir que, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas des cas, quelques cas, mais on va quand même essayer de pouvoir trouver une solution à plusieurs milliers d'enfants, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on dit, généralement, on dit non, c'est l'État qui doit faire ça. Tu oublies que l'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Quand quelque chose se passe, on dit non, nous tous, on est contribuables. L'État ne doit pas faire ça, non, consulter. Donc nous aussi, on doit prendre nos responsabilités, il faut faire ce qu'on a. Les enfants, c'est un père, un homme et une femme qui font de leur enfant d'abord. On ne va pas demander à l'État la permission de faire un enfant. Donc si on fait un enfant, on doit d'abord pouvoir prendre soin de l'enfant, surtout lui donner beaucoup d'amour. Et puis maintenant, le reste, au fur et à mesure, on fait. Qu'on peut apporter véritablement à ce problème-là, à ce phénomène-là de violation des droits de l'enfant, des solutions durables, des solutions à long terme? Eh bien, on va d'abord commencer à changer la mentalité. Voilà, par la sensibilisation, oui, la sensibilisation. Il faut sensibiliser, il faut bien sensibiliser. Même si l'État le fait déjà, comme je le parlais, je vous en parlais plus tôt, on parle de la stratégie IUC, c'est information, éducation, communication. Mais généralement, aujourd'hui, combien parmi nos parents qui sont un peu dans les villages, dans les coins un peu reculés, parlent le français ou bien ils comprennent? Quand vous avez un problème de ce genre, il faut essayer d'aller au contact de ceux à la source et puis essayer de leur expliquer. Les langues vernaculaires, maintenant, ça n'existe pratiquement pas. Alors qu'avant, quand il y a une information de taille, on parlait dans les différentes langues vernaculaires, de telle sorte que le parent qui est au village, avec son poste radio, lorsqu'il écoute, il sait de quoi il s'agit. Nous avons tout mis, on a modernisé tout. La modernisation, c'est bon, mais il ne faut pas oublier nos sources. Il faut vraiment que l'État essaie de penser à cela. Il faut qu'on ait au contact, il faut qu'on fasse beaucoup de sensibilisation. Il faut qu'on fasse aussi l'État. C'est vrai, l'État vote des lois, il y a tout, il y a ci, mais il faut qu'on veille à l'application de tout. Et quand quelque chose ne va pas, il faut sanctionner. Donc il faut qu'on ait l'État gendarme aussi. Parce qu'il s'agit des enfants. Les enfants sont vulnérables, ils sont des âmes pures, ils sont innocents. Donc il faut veiller à cela. Maintenant, au niveau de la famille, de la société, il faut une prise de conscience, comme je le disais. Nous devons nous remettre en cause. Parce qu'on peut ne pas voir certaines choses, mais lorsqu'on se remet en cause, on peut voir un peu ce qui n'a pas été et puis chercher à corriger. L'enfant de ton voisin, c'est ton enfant. Il a les mêmes, il a droit aux mêmes choses que ton enfant qui est à la maison. On ne vous a pas demandé forcément de le nourrir, mais on peut l'accompagner. Il faut revenir à l'état où, dans la communauté, dans le village, l'enfant du voisin était notre enfant. Il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est l'État qui doit tout faire. La démission des parents est créée. On s'en va, on dit, bon, moi, il faut que j'aille en griffe, c'est le mot, me chercher. Mais quand tu vas te chercher, et l'enfant que tu as laissé, qui n'a pas reçu une bonne éducation, qui n'a pas été pris, qui n'a pas été arrosé, qui n'a pas été compris, mais demain, cet enfant peut se révéler contre toi-même. Donc, quand on parle aujourd'hui des enfants de la rue, ce sont des enfants qui fuguent. Ils ne sont pas tous des enfants orphelins. Hein? Il y a des enfants qui ont fugué. Leurs parents sont là, papa est là, maman est là, mais ils ne cherchent pas l'enfant. Ils ne le cherchent pas. Donc je pense bien qu'il faut qu'on prenne conscience et qu'on dise que l'avenir de notre pays, c'est maintenant.
Et c'est tout de suite. Et ça repose bien sur la jeunesse, donc effectivement, l'enfant. Effectivement, sur l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis très contente parce que notre président, notre dynamique président, le président Alassane Ouattara a dit lors de son adresse à l'État que cette année c'est l'année de la jeunesse. Et nous qui sommes dans le domaine de la jeunesse, franchement nous sommes très contents. Parce c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. On espère que finalement, voilà, on sera vraiment aidé, on sera vraiment subventionné et autres, parce que l'enfant, la jeunesse, c'est depuis le bas âge, le nourrisson, l'enfant, l'adolescence jusqu'à là. Donc quand on parle de jeunesse, ça prend tout ça en compte. Madame Touré Massati, puisque nous arrivons au thème de cette émission, un mot de fin. Voilà, un mot de fin, parce que j'aurais dû commencer par présenter mes vœux, les meilleurs pour cette nouvelle année 2023. Je souhaite mes vœux vraiment à notre chef de l'État, à toute l'équipe gouvernementale, à tout le monde, à toute la population ivoirienne, à tous ceux qui sont là, qui vivent en Côte d'Ivoire, à l'équipe des Brins d'Espoir International, à tous nos donateurs, à tous ceux qui croient en nous, sans oublier l'équipe, la formidable équipe de la radio à Bobo qui nous reçoit cet après-midi. Que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne la prise de conscience, que Dieu fasse de nous des personnes responsables pour qu'on puisse se battre pour les enfants et qu'on puisse se battre pour le rayonnement de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Madame Touré Massati. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Brin d'Espoir International et vous êtes l'invité de ce numéro de notre émission Droit et Devoir. Avec nous, on a parlé, voilà, avec vous, voilà, on a parlé du droit des enfants, voilà, et leur bien-être tout au long de cette émission. Merci à vous d'être passé dans ce studio. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous pour le jeudi en 15 pour un nouveau numéro de Droit et Devoir. D'ici là, portez-vous bien.